Bienvenue ce soir à Anjou-Conférence. Nous n'avons rien lâché. Vous avez vu, malgré toutes les pressions que nous avons reçues pendant près d'une semaine, nous n'avons strictement rien lâché. Donc nous parlerons ce soir, comme prévu, des droits de l'enfant et de la PMA. Merci en tout cas à tous d'être venus et merci d'avoir tenu bon face aux intimidations. Et en particulier, il faut remercier évidemment, moi je ne suis qu'une pièce rapportée, mais il faut remercier évidemment les responsables de l'association du Cercle Anjou-Conférence d'avoir tenu bon, d'avoir été persévérants, mais aussi les conférenciers qui ne se sont pas laissés intimider et qui, dès le début, je dirais, des péripéties, ont bien dit que même si malheureusement la salle était fermée, ils viendraient quand même. Et donc c'est pour cela que nous avons une grande chance de les avoir ce soir. Alors moi, je vais vous exposer les enjeux juridiques de la question. Et je vais commencer par avouer pourtant que la PMA est tout sauf une question juridique. Je suis bien consciente que les enjeux sont avant tout des questions morales, des questions anthropologiques, sociologiques. Il y a beaucoup d'argent aussi. Et donc la dimension économique serait à creuser. Bon, et il faut reconnaître que le droit vient encadrer des choix qui sont faits avant et qui sont de nature politique. Alors pourquoi quand même, malgré cela, aborder avec vous la question sous l'angle juridique, c'est-à-dire les conséquences de ce projet sur le lien social, parce que c'est ça le terrain et l'objet du droit. Eh bien, nous avons en tête que cette approche n'épuise pas la richesse du sujet, mais je pense que tout le monde doit un tout petit peu maîtriser le côté juridique, parce que dans le contexte que nous connaissons de relativisme généralisé de tous les systèmes de valeurs, chacun pense qu'il veut, ce que vous pensez n'intéresse pas votre voisin, ce que vous pensez aujourd'hui aura peut-être changé d'ici demain, etc. Donc, dans ce contexte de relativisme généralisé, eh bien, le droit apparaît finalement comme la seule norme commune à tous. C'est-à-dire que la loi, ce n'est pas un système auquel on adhère si on est convaincu ou pas. C'est une norme objective contraignante qui concerne tout le monde. Et donc, c'est le terrain de rencontre et de discussion privilégié, si ce n'est même le seul, avec nos contemporains et parmi eux, nos députés, nos sénateurs. Alors, je vais donc commencer par le droit et le droit en vigueur en quelques mots. Je rappelle qu'en droit actuel, la PMA poursuit un objectif thérapeutique. Donc, elle vise à éviter la transmission d'une maladie grave et de façon plus courante, à compenser une infertilité pathologique, médicalement diagnostiquée, dit le Code de la santé publique. En conséquence, ne sont concernés par la PMA que des couples composés d'un homme et d'une femme, vivants et en âge de procréer. Tout simplement parce que l'incapacité à procréer de tous les autres, les personnes seules, les couples de même sexe, les personnes trop âgées ou même carrément décédées, cette incapacité à procréer n'est pas pathologique et n'a pas vocation à être prise en charge par la médecine dans une perspective thérapeutique. Et puis, le modèle est inspiré aussi, bien sûr, par l'intérêt de l'enfant, parce que la loi garantit à l'enfant issu de la PMA une filiation cohérente au regard des exigences de la biologie pour la procréation des parents hommes et femmes vivants en âge de procréer au moment de sa conception. Alors, ce qui est revendiqué par certains, c'est la légalisation en France de la PMA dite pour les femmes, c'est-à-dire l'insémination par des donneurs de femmes célibataires ou de couples de femmes, des femmes qui ne souffrent donc pas d'une infertilité pathologique, mais qui veulent réaliser un désir d'enfant qui n'inclut aucun homme. Alors je vous rappelle qu'en juin dernier, le comité d'éthique a rendu un avis favorable, qu'il a reconduit le 25 septembre dernier. Non, ce n'était pas en juin dernier, c'était en juin 2017. En revanche, le 25 septembre dernier, il a reconduit son avis favorable dans sa contribution plus vaste à la révision de la loi de bioéthique. Mais je vous suggère, si vous en avez l'occasion, d'aller lire cet avis et de le faire circuler, parce qu'en réalité, il est extrêmement intéressant. Le comité d'éthique dresse la liste de tous les problèmes engendrés par la PMA, problèmes non résolus et qui demeurent, selon ses propres termes, des points de butée, et que, contre toute logique, eh bien, il n'en conclut pas moins à un avis favorable, sous réserve de trouver des conditions d'accès et de faisabilité. Donc, sous-entendu, si on arrive à résoudre les problèmes, actuellement, il n'y a aucune solution, et en fait, il n'y en a pas, avis favorable. Donc, bien sûr, ce qui est retenu, c'est l'avis favorable, mais il faut avoir en tête qu'en réalité, il est extrêmement réservé, et il y a des raisons pour ça. Alors, je vous rappelle qu'en 2018, on a connu les États généraux de la bioéthique, vous y avez peut-être participé.
Et justement, alors que les sondages publiés avant les États généraux donnaient l'impression que les Français étaient majoritairement favorables à la PMA dite pour les femmes, les États généraux ont vu s'exprimer une écrasante majorité de Français en faveur du statu quo, c'est-à-dire hostile à toute extension de la PMA. Tout simplement parce que quand on prend la peine de comprendre de quoi il s'agit, de réaliser ce dont il s'agit, eh bien, on se rend compte que, en fait, PMA pour les femmes n'est pas du tout le titre adéquat, puisque ce projet a des conséquences graves sur les enfants et sur la société tout entière. Donc c'est pourquoi il importe que le législateur, ainsi que les citoyens que nous sommes, s'emparent de ce projet pour en saisir les enjeux, afin que chacun puisse se prononcer en connaissance de cause. Je ne résiste pas à vous citer la question qui était posée par un sondage relayé par l'Obs en mars 2018. Donc je cite : « Êtes-vous favorable ou opposé à ce que l'on accorde aux femmes seules et aux couples homosexuels féminins le droit en France de recourir à la procréation médicalement assistée pour avoir un enfant ?» Et l'Obs de se féliciter, les Français sont pour. Mais franchement, comment répondre non à une question pareille ? Déjà, pour dire non, il faut avoir de bonnes raisons, c'est beaucoup plus facile de dire oui, et puis il faut avoir déjà quand même pas mal réfléchi pour être capable, le temps de la question, de saisir tout ce que ça signifie, pour pouvoir s'exprimer contre le fait d'accorder un soi-disant droit à quelqu'un, en plus, dans l'objectif fort réjouissant d'avoir un enfant. Donc, autrement dit, c'est impossible de répondre non à une telle question. C'est pourquoi, à nous, justement, d'ouvrir les yeux des gens et d'expliquer ce que signifie réellement ce projet. Alors, je commence par ses conséquences sur les enfants. Bon, pas besoin de... Il n'y a pas beaucoup de suspense. La PMA pour les femmes, ça suppose pour les enfants la conception d'une manière qui écarte délibérément et définitivement le père. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que des enfants naîtraient de pères inconnus qui est une nouveauté. La nouveauté, ce serait que ces enfants seraient interdits d'action en recherche de paternité par la loi. Donc interdits légalement de rechercher leur père. Alors, quel que soit l'amour qui est promis aux enfants et qui leur sera prodigué, ça, nul n'en doute, eh bien, cela réalise une grave méconnaissance de leurs droits. Et j'insiste sur le droit de l'enfant, parce que c'est ça qu'il faut rappeler à notre législateur, à nos députés. Donc concrètement, je vais citer un seul texte, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été adoptée dans le cadre de l'ONU, ratifiée par la France et qui a donc une force supérieure à la loi française. Et ce texte pose entre autres le droit pour l'enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Alors comment est-ce qu'une législation qui organiserait la conception d'enfants interdit de connaître leur père et d'avoir un père pourrait être compatible avec ce droit de l'enfant? La Convention internationale des droits de l'enfant, elle a été super à la mode il y a quelques 15-20 ans. Et maintenant, c'est exactement le contraire. En fait, on s'est rendu compte que ce texte était très embarrassant. Et c'est pourquoi il est systématiquement passé sous silence, ou quand on ne peut quand même pas faire autrement que de se rappeler qu'il existe, on cherche à relativiser à tout prix sa portée. Et donc cette façon de relativiser la portée des droits de l'enfant, c'est ce qui se retrouve dans le langage courant. Donc je pense que nous avons intérêt à préciser ensemble la portée des droits de l'enfant à la matière. Alors, première façon de minorer, de relativiser les dégâts de la PMA sans père, on constate que la PMA sans père, finalement, ne serait pas la seule mesure du droit français qui met de côté définitivement les parents biologiques de l'enfant. Et on cite l'accouchement sous X et l'adoption plénière. Bon, mais la similitude n'est qu'apparente parce que, on va le voir, l'accouchement sous X et l'adoption plénière, ce sont des mesures qui interviennent dans l'intérêt de l'enfant. Or, nous parlons des droits de l'enfant. Et ces droits, ce sont des droits, ce ne sont pas des obligations, sous peine de se retourner contre leur titulaire si l'enfant avait l'obligation de connaître ses parents et être élevé par eux, quelles que soient les circonstances. Donc il est possible que l'intérêt de l'enfant non seulement justifie, mais même parfois exige de la mise de côté des parents biologiques. Alors pour l'accouchement dans le secret, vous savez que c'est la possibilité offerte par la loi à une femme qui le désire de bénéficier d'une assistance médicale au moment de l'accouchement sans donner son identité. Donc de fait, l'enfant ne sait pas de qui il est né, il ne connaît pas l'identité de sa mère et par ricochet celle du père. Alors, cette mesure
elle poursuit certes de préserver la santé de la mère, mais aussi de préserver la santé et la vie de l'enfant qui sont en danger dès lors que sa mère ne veut pas être connue et qu'elle est donc prête à accoucher finalement n'importe où. Donc, elle vise à protéger l'enfant contre le risque d'infanticide, d'avortement ou de complications non prises en charge qui pèsent sur lui. Est-ce que la mesure est efficace? Moi, je ne sais pas. Il faudrait voir, peut-être que dans les pays qui n'ont pas d'accouchement sous X ou accouchement dans le secret, il n'y a pas plus d'infanticide. Hein, c'est possible. Donc, on peut discuter de la nécessité ou non de cette mesure, mais dans la mesure où elle poursuit l'intérêt de l'enfant, elle se justifie au regard des droits de l'enfant. Et d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme elle-même a validé la loi française sur ce point, justement en raison de l'intérêt de l'enfant qui la fonde. C'est pareil pour l'adoption plénière. Quand elle est prononcée, vous savez qu'elle fait définitivement obstacle à la filiation d'origine de l'enfant. Mais l'adoption est, elle aussi, une mesure qui intervient dans l'intérêt de l'enfant. Elle vise à donner à un enfant qui a été privé de sa famille d'origine par les malheurs et les aléas de la vie, une famille adoptive qui devient sa famille. Or, ceci n'est possible que si l'adoption est stable et définitive. Parce que si l'adoption est en permanence suspendue à la possible revendication d'une famille biologique, alors la famille adoptive, en fait, c'est une famille d'accueil. Et nous savons très bien que la famille d'accueil ne rend pas le même service à l'enfant. Donc, le parallèle entre la PMA et l'adoption n'a absolument pas lieu d'être. S'il y a vraiment un truc sur lequel je voudrais insister ce soir, c'est ça. C'est que l'adoption n'a jamais privé un enfant de quoi que ce soit, et certainement pas de ses parents d'origine. L'adoption intervient au profit d'enfants qui ont été privés, ça oui, de leurs parents d'origine, mais par les malheurs de la vie. Et l'adoption, elle arrive après, pour réparer cela. Au contraire, la PMA, donc qui efface le père, elle aurait pour effet de faire échec donc à la branche paternelle de l'enfant, mais pas dans l'intérêt de l'enfant cette fois-ci, pour satisfaire le désir d'enfant d'une femme ou de deux. Et c'est pourquoi elle est incompatible avec le respect des droits de l'enfant. Alors, faut vraiment bien comprendre ça, c'est que ce que l'adoption répare, la PMA le provoque. Elle met délibérément l'enfant dans la situation de ne pas avoir de père, de n'avoir qu'un seul parent, pour le rendre adoptable, pour fabriquer un enfant adoptable, c'est-à-dire disponible pour réaliser le désir d'autrui. Alors, autre façon de relativiser les dégâts de la PMA sans père, dire oui, bon d'accord, c'est pas comparable avec l'adoption, mais en tout cas c'est comparable avec la PMA avec donneur, qui est déjà pratiquée aujourd'hui. Donc, puisque un couple homme-femme peut recourir à un don de spermatozoïdes, je vais prendre le cas qui ressemble le plus au projet, mais on pourrait en dire autant du don d'ovocytes, puisqu'un couple homme-femme peut finalement mettre de côté le géniteur de l'enfant au profit d'un père légal, un père d'intention, bah pourquoi est-ce qu'un couple de femmes ou une femme célibataire ne pourrait pas faire la même chose au profit d'une deuxième femme ou au profit de personne? Alors cela nous oblige à revenir quelques instants sur le don de gamètes, qui en effet organise la venue au monde d'un enfant dont la filiation est privée de son fondement biologique dans la branche concernée par le don. Donc s'il y a eu un don de sperme, le père légal n'est pas le géniteur de l'enfant. Alors est-ce que c'est un problème? Bon, a priori, il semble que non, hein, parce que nous savons tous que la filiation, y compris juridique, ne se réduit pas à sa dimension biologique. Alors l'adoption, dont on a déjà parlé, en est le signe le plus visible, mais de façon beaucoup plus courante. Lorsque la présomption de paternité dans le mariage désigne le mari de la mère comme père, on ne fait pas un test de paternité. Hein, de la même manière, lorsque un homme reconnaît un enfant, on ne vérifie pas qu'il est le père. Donc ça, d'accord. La filiation ne se réduit pas à sa dimension biologique. Bon. Est-ce que pour autant, on peut en déduire que le lien biologique serait tellement indifférent en matière de filiation qu'on pourrait en priver délibérément un enfant sans préjudice pour lui, sans injustice? Et alors là, la réponse est clairement négative. Déjà, on peut en faire l'expérience immédiate de l'importance du lien biologique. Qui accepterait de quitter la maternité avec un autre enfant que le sien? Et justement, le contentieux des erreurs, des échanges dramatiques d'enfants à la naissance est révélateur. Je cite une seule décision, un jugement de grâce en 2015, qui a octroyé 400 000 € de dommages-intérêts à 2 jeunes filles qui avaient été échangées par erreur à la naissance.
Bon, mais déjà à la naissance, on a bien plus que le lien biologique. Hein. Nous savons très bien que pendant toute la grossesse, c'est déjà mise en place la dimension symbolique de la filiation, la dimension vécue. Alors, je vais prendre un exemple un peu plus explicite. C'est le cas des erreurs au cours des processus de PMA. Vous avez un couple en processus de PMA, donc qui veut un enfant. Ils veulent un enfant plus que tout. Et malheureusement, la femme est inséminée avec les gamètes d'un autre homme que son mari, ou alors elle se voit implantée en embryon qui vient d'un autre couple. Alors, que se passe-t-il ? Le couple attend un enfant qui n'est pas issu de ses gamètes. Ben, s'il est vrai que la filiation est indifférente en matière de filiation, il n'y a pas de problème. Eh bien justement, il y a un problème, c'est que ce couple attaque l'hôpital en justice et la justice reconnaît un préjudice. En quoi consiste ce préjudice ? Ils attendent un enfant, c'est ce qu'ils voulaient. Le préjudice, c'est que l'enfant ne leur est pas relié biologiquement. Et le préjudice est tellement réel qu'il semble que dans la totalité des cas, les couples préfèrent avorter. Donc, si le fait d'attendre un enfant qui n'est pas issu d'eux caractérise pour ces couples un préjudice tel qu'ils préfèrent carrément ne pas avoir d'enfant du tout, est-ce que c'est pas un peu léger de décréter par ailleurs que pour l'enfant, lui, ça devrait être indifférent d'avoir comme parents ses parents biologiques ou d'autres personnes? Est-ce que la mise à l'écart de lien biologique ne pourrait pas être compensée par la levée de l'anonymat? C'est une proposition de certains. Alors voyons voir. Les enfants échangés à Grasse, dont je vous ai parlé, elles ont eu la levée de l'anonymat. On leur a donné l'identité des familles respectives dont elles étaient issues. Et pourtant, il est resté 400 000 € de dommages-intérêts. Le couple en processus de PMA qui subit une erreur, est-ce que vous pensez qu'il va s'estimer satisfait avec la levée de l'anonymat? Bon alors, l'enfant que vous attendez, excusez-nous, on s'est trompé. Bon déjà, ça va être un enfant de couleur, donc c'est un peu pour ça qu'on vous le dit au passage. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. On va lever l'anonymat, on va vous dire de qui viennent les gamètes ou de qui vient l'embryon. Non, ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, le couple dont viennent les embryons, c'est pareil. Imaginez que le médecin leur dise « Alors écoutez, désolé, vos embryons, on n'en a plus, mais on les a implantés chez quelqu'un d'autre, mais rassurez-vous, on va lever l'anonymat. On va vous dire chez qui vos embryons ont été implantés. » Évidemment que les couples ne sont pas satisfaits avec l'information liée à l'identité des intéressés. Alors, encore une fois, est-ce que c'est pas un petit peu léger de considérer que pour l'enfant, finalement, l'information relative à l'identité de son géniteur, ça devrait lui suffire? En 1994, c'est la première loi de bioéthique. Avec pas mal de naïveté quand même, le législateur a autorisé le don de gamètes en voulant croire que pour les enfants, avoir comme père leur géniteur ou un autre homme serait indifférent et que seul importait pour les enfants d'avoir été désirés et d'être aimés. Bon, aujourd'hui, la première génération des enfants issus du don est adulte et ces jeunes qui ont été comme promis aimés et désirés. Aucun ne se plaint d'un manque d'amour. Eh bien, il nous explique que ce n'est pas si simple et qu'être issu de quelqu'un, quand bien même on l'appellerait donneur, eh bien, ça n'est pas sans intérêt. Donc, la légèreté déjà permise par la loi actuelle avec le don de gamètes est problématique. Et une problématique d'un point de vue technique, notamment au regard des droits de l'enfant. Alors, certains s'appuient sur cet état de fait en disant « Mais si les uns peuvent le faire, alors moi, je veux pouvoir le faire aussi ». Mais il vaudrait mieux commencer par justement réfléchir sur le don de gamètes, parce qu'il pose une question qui est toute simple. Est-ce que c'est important ou pas d'être issu de quelqu'un? Mais le problème, c'est pas le problème. La bonne nouvelle, c'est que la loi, c'est la même pour tous. Donc si c'est important pour les uns, comment ça devrait être indifférent pour les autres? Là, c'est un choix arbitraire et injuste. Donc, c'est le don de gamètes en lui-même qui invite à la réflexion, et il ne peut certainement pas servir de prétexte pour être généralisé et aggravé par ce projet de PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes. Il serait généralisé parce que la PMA pour les femmes, c'est toujours une PMA avec donneur. Donc on passerait de la PMA avec donneur par exception, qui est celle du droit actuel, à la PMA avec donneur systématique. Donc on multiplierait déjà les cas problématiques, et puis par ailleurs, on aggraverait sa portée. Parce que les enfants qui sont issus du don aujourd'hui, bon, pour ceux qui s'expriment bien sûr, ils sont assez clairs. Ils disent bien qu'un père, ils en ont déjà un. C'est leur père légal, celui qui les a aimés, éduqués. La preuve que la filiation ne se réduit pas à sa dimension biologique. Ils veulent connaître leur donneur, mais ils font la différence. Ils ont un père. Mais justement, les enfants à venir des PMA sans père, pour les femmes célibataires et les couples de femmes, eux, ils ne pourraient pas en dire autant
un père, j'en ai déjà un. Et par conséquent, la mise à l'écart du géniteur appelé donneur serait pour eux beaucoup plus grave et bien plus problématique. Alors cette méconnaissance des droits de l'enfant, donc cette injustice que nous saisissons déjà à l'égard de l'enfant qui résulterait de ce projet de PMA pour les femmes, elle devrait suffire à un législateur soucieux de bien faire son travail pour y renoncer. Ça semble d'autant plus nécessaire que l'absence de père, ce n'est pas la seule difficulté intrinsèque à la PMA pour les femmes, elle entraînerait aussi des conséquences pour la société tout entière. Le comité d'éthique le dit très bien, hein, je vous dis, cet avis est très bien fait. Il met en garde sur un risque de déstabilisation de l'équilibre bioéthique français. En effet, les principes bioéthiques qui fondent notre droit actuel de la bioéthique seraient gravement remis en cause. Je vais donner juste quelques exemples. D'abord, il est de notoriété publique que, actuellement, donc avec un don de gamètes pratiqué par exception, on n'a pas assez de donneurs. Donc, si on généralise le recours aux gamètes extérieures, il va falloir augmenter le nombre des apports. Et comment on fait pour augmenter le nombre des apports? Eh bien, on les rémunère. On passe du don à la vente. Alors, certes, on peut dire « Ah non, nous, on ne va pas rémunérer les donneurs. » Ça ne veut rien dire. Hein. En fait, on ne va pas rémunérer les fournisseurs devenus vendeurs. Mais à moins qu'on soit vraiment beaucoup plus malin que les autres, il faut quand même réaliser, comme le comité d'éthique le relève, que tous les États qui ont ouvert la PMA en dehors des indications thérapeutiques ont tous été obligés de rémunérer les apports de gamètes. Les seuls qui ne l'ont pas fait, c'est la Belgique et le Canada. Résultat, la Belgique achète 90% de ses apports de sperme au Danemark et le Canada 90% de ses apports aux États-Unis. Donc, moralité, tout le monde achète. Alors, on ne peut pas à la fois prétendre l'attachement à la gratuité des éléments et produits du corps humain et s'embarquer dans le projet de PMA pour les femmes. Sans compter que, comme le relève le comité d'éthique, encore, si on renonce à la gratuité des éléments et produits du corps humain, pourquoi s'arrêter aux gamètes? On a aussi une pénurie d'organes en France, et des gens en meurent qui plus est. Alors, quitte à sacrifier les principes, autant sauver des vies. Et dans ce cas-là, allons-y et achetons les reins et les morceaux de foie et compagnie. Bon, par ailleurs, alors, après tout, si on veut renoncer à la gratuité, pourquoi pas? On peut toujours faire ce choix. Et il faut l'assumer, il faut en avoir conscience. Ensuite, la généralisation du recours à des gamètes extérieures aggraverait de façon significative le risque de consanguinité entre les enfants. La consanguinité, elle existe déjà. On a martelé depuis 1994 comme un seul homme que ce risque était statistiquement nul, qu'il ne devait jamais arriver. À ceci près que au moins deux jeunes en France issus des dons de gamètes se sont mariés ensemble. Je ne trahis aucun secret, ils l'ont raconté dans la presse. Il s'agit de Arthur et Audrey Kermavelzen. Ils se sont rencontrés dans une association d'enfants issus du don et ils ont déjoué les statistiques. Et c'est pas terminé, parce qu'avec 7 autres jeunes de leur entourage, eux aussi issus de dons, ils ont fait un petit test de salive sur Internet. Et Arthur a retrouvé son donneur grâce à ce test, et les autres se sont rendus compte. Alors Audrey et son frère se sont rendus compte qu'ils étaient issus du même donneur. Bon, jusque-là, à la limite, tout va bien. Mais que dans le petit groupe des 8, il y avait aussi une autre jeune femme et son frère qui étaient issus du même donneur qu'eux. Donc pour des gens qui ne devaient jamais se rencontrer, sur 8, ils sont déjà 4 du même donneur qui ont tous le même âge et qui se connaissent. Alors, dans ce contexte, on sait très bien que la généralisation déjà du don va accroître le nombre d'enfants issus des dons et surtout le nombre d'enfants issus des mêmes donneurs devenus vendeurs parce que la rémunération encourage les fournisseurs à multiplier leurs apports puisque cet apport est devenu pour eux une source de revenus. Bon, pour finir avec les principes bioéthiques, il y en a d'autres, hein, mais je vais en citer un autre seulement. Il faut encore réaliser que la PMA pour les femmes, ça signifie l'abandon du critère thérapeutique actuel que j'ai exposé en introduction. Parce que ces femmes célibataires ou en couple de femmes, elles ne souffrent pas d'infertilité pathologique. Donc si on renonce à cet objectif thérapeutique, à ce qu'on appelle le verrou thérapeutique, ça veut dire que la PMA est ouverte non seulement aux femmes célibataires et aux couples de femmes, mais surtout à tout le monde, y compris les couples hommes-femmes fertiles, qui sont numériquement les plus nombreux et qui constituent la cible réelle du grand marché de la procréation qui veut se mettre en place. On constate que partout, dès que le verrou thérapeutique est levé,
eh bien, l'industrie de la procréation s'empresse de proposer aux couples fertiles des prestations sur mesure pour choisir tel ou tel enfant selon leur projet. Parce que dès qu'on prend la peine de dépasser l'objectif officiel de permettre aux gens d'avoir des enfants, on se rend compte que la PMA entretient des rapports très ambigus avec l'argent. En 2 mots, les actes de PMA sont réclamés par des patients très demandeurs et qui sont prêts à supporter toutes les contraintes pour avoir un enfant. Ils sont d'autant plus prêts que les actes de PMA sont tous intégralement pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc il en résulte un sur-recours à la PMA qui pose la question de la qualité des soins comme du bon usage des deniers de l'assurance maladie. Donc ce marché de la procréation, il existe déjà un petit peu quand même en France, mais il est sérieusement limité par le verrou thérapeutique. Et le moyen d'étendre le marché, eh ben, c'est justement de lever ce verrou thérapeutique. Donc la PMA pour les femmes, il faut avoir conscience que c'est pas un point un point d'arrivée, c'est un point de départ. Hein. C'est la PMA généralisée en réalité l'objectif. Et dans les pays qui ont autorisé la PMA non thérapeutique, on voit les couples fertiles se diriger vers l'insémination artificielle ou la fécondation in vitro. Alors pourquoi ? C'est pas seulement pour avoir un enfant, hein, parce que ça, ils peuvent le faire tout seuls. C'est pour avoir tel enfant qui correspond à tel souhait. Donc choisir un garçon ou une fille comme aux États-Unis, éviter quelques inconvénients comme un strabisme comme en Grande-Bretagne, ou alors en Chine, on travaille sur la possibilité de programmer le QI de l'enfant. Bon, en fait, c'est assez basique. Hein. Il semblerait qu'il suffit juste de sélectionner des donneurs à fort QI et qu'on a plus de chances d'avoir des enfants à fort QI. Bon. Finalement, c'est pas si sophistiqué que ça. Bon, pour autant, cette généralisation de la PMA avec sélection des enfants, elle n'a rien d'inéluctable. Hein, il est encore temps d'écrire à nos députés. 3 lignes suffiront hein, pour leur dire que, pour les alerter sur ce sujet. Alors, en 2 mots, maintenant, pour finir, je voudrais juste dire quelques mots des arguments qui sont invoqués au soutien, malgré tous ces problèmes de la PMA pour les femmes, à savoir la vie privée des intéressés et l'égalité. Alors d'abord, la vie privée. Est-ce que le choix d'avoir un enfant qui n'a pas de père relève de la vie privée des femmes qui font ce choix ? Bon, il est certain qu'en matière de procréation, les gens prennent des décisions qui relèvent de leur vie privée et qui sont plus ou moins heureuses pour les enfants. Choix d'avoir un enfant, de ne pas en avoir, avec qui, quand, comment, etc. Bon. Mais comment parler d'autonomie ? À partir du moment où une femme sollicite le législateur, alors elle cesse d'être autonome. Et dire le comité d'éthique ne peut que relever l'évidence, je cite, « Ce qui est revendiqué comme une libre disposition de soi requiert d'impliquer les autres, corps médical, tiers donneur, enfants, société. » On ne saurait mieux dire. Hein, concrètement, les femmes soi-disant autonomes, elles exigent que la société fournisse des gamètes, une prestation d'insémination, bon, ça encore, c'est pas tellement l'objectif, mais surtout l'institutionnalisation de la situation d'instance de père ainsi suscitée. Ce qui est demandé à la loi, c'est de verrouiller l'action en recherche de paternité pour l'enfant. C'est ça la revendication réelle. Parce que trouver les gamètes et la prestation d'insémination, c'est à la portée de n'importe qui. Donc le réel objectif de la loi, c'est de priver l'enfant de toute action en recherche de paternité. Donc à partir du moment où la loi est sollicitée, on sort de la vie privée des gens et cette fois-ci, c'est la responsabilité du législateur de prendre en considération le respect des droits de tous comme l'intérêt général. Et c'est d'ailleurs vrai aussi des citoyens que nous sommes. Si les décisions prises par nos voisins en matière de procréation ne nous concernent pas, en revanche, dès lors que la loi est concernée, alors en tant que citoyens de la République française, nous sommes concernés. Et nous avons non seulement le droit, mais même la responsabilité de nous exprimer pour que la loi soit le plus juste possible. Alors sur l'égalité, je vais aller très vite, parce que nous savons très bien que l'égalité ne consiste pas à traiter tout le monde de la même manière. Tout à l'heure, Guillaume a parlé de ses étudiants, je vais parler des miens. L'égalité exige de traiter de la même manière ceux qui sont dans la même situation ou des situations comparables. En général, les amphis, ça fronce un peu les sourcils. Là. On dit, attendez que je rende un paquet de copies, vous allez tous comprendre. Hein, l'égalité ne consiste pas à traiter tout le monde de la même manière. Parce que si tout le monde a la même note, eh ben, on voit bien que c'est profondément injuste. Et au regard de la procréation, le Conseil d'État l'avait déjà dit dans son rapport en juillet 2018, il vient de le redire dans une décision du 28 septembre dernier, les couples formés d'un homme et d'une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe.
Il n'y a rien de nouveau, c'est le b.a.-ba du principe d'égalité, mais enfin, il faut le rappeler. Alors en conclusion, est-ce que les Français qui se pensent favorables à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires seraient toujours du même avis si on leur posait la question un petit peu plus précisément? Pensez-vous que la loi doive organiser la conception d'enfants privés, délibérément et légalement de père? Voulez-vous que la loi française organise la vente et l'achat des gamètes et autres éléments et produits du corps humain? Voulez-vous que la procréation artificielle devienne un mode habituel de procréation et de sélection des individus? Puis j'en ai pas parlé parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais on pourrait rajouter une question aussi. Quelle est la pathologie que vous voulez dérembourser? Parce que pour financer les PMA, il va falloir dérembourser quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on arrête de prendre en charge? L'hypertension artérielle? Le diabète? Le handicap? Voilà, il va bien falloir faire un choix. Alors justement, un sondage IFOP réalisé en septembre dernier à la demande de la Manif pour tous a révélé une chose qui n'était pas une surprise. À la question « Pensez-vous que l'État doit garantir aux enfants nés par PMA le droit d'avoir un père et une mère ?» Eh bien, 82% des Français répondent oui. D'où l'intérêt de poser la question de façon complète. Bon, je vous rappelle que le président du comité d'éthique, M. Delfrécy, avait ouvert les états généraux de la bioéthique avec une question quand même entre nous un peu grandiloquente. Quel monde voulons-nous pour demain? Bon, nous avons envisagé juste un seul point à l'ordre du jour, la PMA. Et je pense que la question n'a vraiment rien d'exagéré. Il s'agit vraiment de savoir de quel monde nous voulons pour demain. Alors tous, au boulot. Merci beaucoup. Alors, je vais vous parler d'un aspect un peu différent, qui est un peu le déroulé des événements depuis plusieurs mois. Autrement dit, faire un point de la situation à ce jour. Où est-ce qu'on en est sur ce front de la PMA? Et Aude nous a remarquablement parlé du fond. Alors d'abord, un petit rappel très important. Contrairement à ce que nous entendons dans les médias à peu près matin, midi et soir, la PMA sans père n'est pas une promesse d'Emmanuel Macron. Ce n'était pas dans son programme de la présidentielle. Il n'y a pas un mot sur la PMA. Si on fait programme présidentiel Emmanuel Macron en marche, on tombe sur le document, il n'y a pas un mot sur la PMA. Ça a été mis sur le site internet plus tard, au moment des législatives. Ça, c'est un point extrêmement important. Alors, en revanche, effectivement, c'est vrai, on connaissait, au moment de la présidentielle, son opinion personnelle. Il avait indiqué dans un certain nombre d'interviews, d'ailleurs, au dernier moment dans la campagne, tout à coup, il est allé chercher un électorat. Il a évoqué son opinion personnelle favorable. Mais son opinion personnelle, il l'a toujours précisé, souligné. Donc il y a une petite distance qu'il avait mise dans cette prise de position. Et il a toujours posé deux conditions dans tous ses interviews. La première condition était d'abord un avis positif du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE. Et la deuxième condition était l'existence d'un large consensus. En sachant que, par exemple, dans Tétu, au magazine Tétu, donc il ne s'adressait pas à Valeurs Actuelles, il dit très précisément, si je veux des débats très importants sur cette question-là, et il dit, si le débat est favorable, alors je légaliserai, etc. Donc il a bien posé des conditions de manière très explicite. Et de fait, il a pris un engagement, alors celui-ci répété, avec beaucoup d'insistance pendant toute sa campagne, c'est de vouloir rassembler les Français. Et quand on a commencé un peu à parler de la PMA sans père, avec une déclaration de Marlène Schiappa il y a un peu plus d'1 an, tout de suite des articles sont sortis dans la presse en soulignant le fait qu'il ne veut pas diviser la société. Alors en plus, c'est un peu de votre faute, il n'a pas du tout envie de vous revoir dans la rue, ça c'est clair. Et les médias le soulignent d'ailleurs régulièrement. Alors, comme il voulait l'existence d'un large consensus, Emmanuel Macron, il a une méthode un peu particulière. Je crois que dans son esprit, ça voulait dire des débats. Et il semblerait que, pour lui, une fois qu'on a débattu, voilà, on a pu parler, on est content, et puis on passe à l'étape suivante. Dans son esprit, il n'y a pas forcément de lien entre le débat et la suite. Mais néanmoins, il a effectivement fait organiser par le CCNE
des États généraux de la bioéthique qui ont eu une très grande importance, enfin une très grande ampleur par le nombre de réunions publiques qui ont eu lieu partout en France. Tout le monde a pu participer, qui voulait, même si ce n'était pas tout à fait simple d'avoir les informations. En tout cas, nous, on s'est chargé de faire savoir comment participer le plus possible. Et il y a eu aussi un site internet de consultation, etc. Et donc la notion, je reviens à la notion du débat dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous, pendant la campagne électorale, cherchant encore un électorat, il a dit « Les sympathisants de la Manif pour tous ont été humiliés ». Et donc, dans son esprit, quand on peut parler dans un débat, alors tout va bien, on est content, et ça suffit. Et donc, vous avez observé aussi qu'il est allé au Bernardin, il est allé au Vatican, il en a fait beaucoup, et machin, etc. Et dans son esprit, visiblement, l'opposition à la PMA sans père se réduit aux catholiques. C'est-à-dire qu'il faut être un peu irrationnel, je crois que c'est quelque chose comme ça dans son esprit, un petit peu irrationnel pour être opposé. Donc il réduit aux faits religieux ou à la pensée religieuse. Il ne voit pas que ça concerne en réalité tous les Français, quelle que soit leur philosophie, religion, conception, parti politique, etc. etc. Voilà, donc c'est pour ces raisons qu'il a voulu des débats réellement importants. Donc ces États généraux de la bioéthique qui évoquaient Aude. Et alors d'abord, ces États généraux de la bioéthique, ils ont fait le plein, comme le titre l'accroît. Il y a eu beaucoup de monde dans toutes les réunions publiques et ça a été la première surprise des organisateurs. Ils pensaient qu'il n'y aurait pas grand monde. Au départ, les salles étaient petites, les sujets sont complexes. Donc ça a été une première source d'étonnement. Là, il y a quelques photos de ces salles et ça a été comme ça partout en France. Et là, c'est l'Avis qui titre. Donc on est en mai 2018. Je suis un peu étonnée, je pense qu'il y a une petite erreur sur la date. Peu importe, l'Avis, mais rien ne se passe comme prévu. Et oui, pas de chance. Les débats n'ont pas du tout donné ce qui était espéré. Et effectivement, comme vous le voyez ici, les médias ont tous constaté, ils sont venus à un certain nombre de réunions, et ils ont constaté, alors ça ce sont leurs termes à eux, que les anti-PMA montent au créneau, disent-ils, les anti-PMA très mobilisés, les anti-PMA en force. En fait, factuellement, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il y avait une opposition très large à l'idée de la PMA en l'absence de père pour l'enfant. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les médias l'ont constaté, y compris Mediapart, y compris Le Monde, c'était incontestable et c'est sorti dans la presse en faisant en plus les unes de la presse. Donc on en est arrivé à la fin de cette période des États généraux de la bioéthique. Le professeur Delfraissy, président du CCNE, fait une conférence de presse et il dit, très important, et il dit il n'y a pas de consensus sur la PMA. Alors, moi, ça me rend dingue, parce que non seulement il n'y a pas consensus, mais en fait, la réalité, c'est qu'il y avait consensus contre la PMA. Mais compte tenu de la position, de la condition posée par Emmanuel Macron, qu'il soit dit dans la presse, il n'y a pas de consensus sur un plan politique, c'était fondamental. Donc, absence de consensus. Et ça, c'était une étape déjà extrêmement importante. Il est de notoriété publique, incontestablement, que ce fameux consensus n'existe pas. Alors, bien sûr, il parle de noyautage. Alors, le professeur Delfraissy n'ose pas tout à fait le dire comme ça, mais c'est à peu près tout comme. Le fait est que la demande de PMA d'extension de la PMA a été littéralement inexistante dans ces États généraux de la bioéthique. Et je vais même vous montrer les vrais résultats, puisque le CCNE, dans son rapport, n'a consacré que 20 pages en tout et pour tout à la question de la procréation. Et nous avons, nous, la Manif pour tous, eu la politesse, j'allais dire, de lire l'intégralité des arguments qui ont été exprimés, postés, votés, likés, etc., etc., sur la consultation en ligne. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de votes, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de participants, il y a eu plusieurs dizaines de milliers d'arguments qui ont été exprimés dans la colonne pour ou dans la colonne contre. Alors nous avons tout lu, de même que nous avions suivi toutes les réunions publiques et lu l'intégralité des textes de toutes les auditions. Et
Et nous avons d'autant plus tenu à le faire que le CCNE, sur le site internet en ligne, avait, pour ceux qui ont participé, appelé à voter, appelé à argumenter pour ou contre, appelé à créer des propositions et appelé à liker. Et le CCNE, dans ses 20 petites pages ridicules du rapport sur la partie procréation, ne met pas un seul mot sur la proportion des votes. Ce qui correspond à le professeur Delfrécy disant il n'y a pas consensus. Mais il s'est arrêté là. Alors la réalité, c'est que vous voyez la proposition qui était PMA pour toutes, il y avait plus de 82% des participants qui se sont exprimés contre. Alors pour tout vous dire, les questions étaient tellement ambiguës, les questions posées par le CCNE étaient tellement ambiguës que nous avons dû tout lire, parce que dans la colonne des pour, il y avait beaucoup d'arguments qui étaient en fait contre. Et c'est pour ça aussi qu'on a lu l'intégralité. Sur le rôle déterminant du père, le père a-t-il un rôle déterminant? Eh bien, c'est plus de 90% de oui. Pour ce qui concerne la non-marchandisation du corps humain, 97% répondent qu'ils sont en faveur de du principe de non-marchandisation. Êtes-vous pour ou contre la gestation pour autrui? 94% de contre. Donc les résultats sont en fait un consensus et presque une unanimité contre ces différentes pratiques. Alors je passe, pardon, pour ne pas être trop longue. Alors maintenant, je réélargis le focus pour évoquer un petit peu la France d'une manière générale. Alors si ça veut bien marcher. Voilà. Alors, j'ai sorti cet article du Monde qui date d'il y a peu de temps, il est du 27 septembre 2018. Le Monde, pour la première fois, le 27 septembre, donc c'est tout récent, a publié une tribune opposée à la PMA sans père et évoquant le risque de l'ubérisation de la reproduction. Effectivement, puisque un enfant n'aurait pas de père, l'idée, le projet, c'est de lui attribuer une double filiation maternelle, ce qui est évidemment une filiation fictive, une filiation aberrante. Et puis si on dit que l'enfant peut avoir une double filiation maternelle, il peut aussi bien avoir une double filiation paternelle, et puis aussi de père, de mère, de père, une mère, etc. Dans ce cas-là, on a démoli la filiation, en réalité, et dans ce cas-là, on ouvre la porte à n'importe quelle possibilité, puisqu'on n'est plus que dans la volonté, dans le projet, et non plus dans le réel de l'humanité. Donc voilà, Le Monde qui vient à nouveau, hier, de publier une nouvelle tribune très intéressante contre la PMA sans père. Slate.fr, qui est un site internet qui a été créé par Jean-Marie Colombani, qui est un ancien directeur du quotidien Le Monde, publie aussi assez régulièrement des textes qui s'interrogent et qui posent de vraies bonnes questions sur cette question de la PMA sans père. Donc, ils évoquent là ce que disait Aude tout à l'heure, la pénurie de sperme et d'ovocytes, l'inégalité entre les enfants, toute question bien réelle. Pardon. Ça, c'est un article du Figaro qui avait repris, il y a déjà quelques mois, c'était au printemps, qui avait évoqué le fait, et c'est là où je voulais en venir, que certes, plutôt dans les sensibilités de droite, parce que plutôt de sensibilités conservatrices, on sait qu'il y a une opposition. Mais cette opposition à la PMA sans père, elle existe aussi du côté gauche. Elle existe aussi au centre. En fait, elle existe partout, de manière très transversale. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Ça dépasse plus encore que des sujets comme le mariage, les clivages politiques. Et vous voyez, le Figaro reprend, cite Sylviane Agacinski, dont vous avez bien sûr entendu parler, la philosophe, José Bové, un certain nombre d'autres personnalités de gauche. Il y a quelque temps, je ne sais pas si vous avez vu, Charlie Hebdo a publié un dossier entier contre la PMA sans père. Charlie Hebdo. Un dossier très intéressant. Et Charlie Hebdo vient là, il y a quelques jours, de republier à nouveau un édito contre la PMA sans père. Et donc, tous les gauchos se sont étranglés parce qu'ils sont Charlie. Et là, ils n'ont plus de réponse. Ils sont tout d'un coup beaucoup moins Charlie. Et d'ailleurs, on parle beaucoup moins de Charlie Hebdo depuis quelque temps.
Ça, c'est José Bové. José Bové est un écologiste cohérent, puisque bien sûr, si on crée littéralement une procréation alternative, c'est-à-dire que si on ouvre la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, par définition, elles auront tout recours au don de sperme et à l'intervention technique. Donc ça devient littéralement une procréation alternative, technique, médicale. Et José Bové, en écologiste cohérent, est opposé d'ailleurs, en l'occurrence, à toute forme de PMA et à la GPA. Et lui ose le dire, parce que le fait est qu'un certain nombre d'écolos, dont Noël Mamère, sont opposés, mais n'osent pas forcément le dire. Du côté des médecins, donc les écolos sont divisés, mais le discours public est pro-GPA-PMA. Et on sait, pour être allé regarder de très près, qu'en fait, ils ont eu des votes en interne avant la campagne pour la présidentielle et des votes qui étaient à 49-51. Mais le discours officiel reste très, très, très pro, à l'exception de quelques-uns. L'Académie de médecine et le Conseil de l'ordre. Vous avez dû entendre parler sans doute du fait que le Conseil de l'ordre s'est exprimé en faveur de la PMA sans père il y a quelques jours à l'Assemblée nationale et en plus, là, a publié cette prise de position. Alors, cette prise de position, elle est scandaleuse. D'abord, il n'y a pas eu de consultation d'aucune sorte des médecins, premièrement. Deuxièmement, il y a eu un sondage auprès des médecins sur les positions des médecins qui était paru dans le quotidien du médecin au printemps et qui montrait une opposition très large à la PMA sans père. Et dans l'autre sens, l'Académie de médecine a pris position de manière argumentée et très intéressante contre la PMA sans père. On voit en tout cas que le monde médical est divisé. On voit là aussi l'absence de consensus. Mais curieusement, on constate que l'avis du Conseil de l'ordre, on en a beaucoup parlé, l'avis de l'Académie de médecine n'a guère fait de... Je me suis aperçu que beaucoup de médecins eux-mêmes n'étaient pas au courant. On n'en a pas beaucoup parlé. Je passe un peu au côté politique. C'est un titre du mois de juillet. Non, même pas. 1er octobre 2018, pardon. Les députés de La République En Marche s'écharpent sur la PMA. Je poursuis de cette manière-là pour vous montrer à quel point le sujet divise. Le sujet n'est pas du tout consensuel et il ne l'est nulle part. Il ne l'est même pas au sein de La République En Marche et vous savez qu'il ne l'est même pas au sein du gouvernement où plusieurs positions coexistent. Alors, Jacqueline Gouraud, Jean-Baptiste Lemoyne, Gérald Darmanin, un certain nombre de personnes très opposées à la PMA sans père n'en ont pas reparlé depuis 1 an et quelques et restent absolument silencieux. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, bien sûr. Mais disons que, vu du point de vue d'Emmanuel Macron, c'est pas si simple du tout, loin s'en faut. Alors du côté du public, Aude a parlé des sondages, donc je vais aller extrêmement vite. Vous avez tous entendu parler du fameux sondage, des fameux sondages qui prétendaient que les Français étaient contre. Et puis, quand on pose la question différemment, de manière beaucoup plus concrète, on arrive à ce que citait Aude tout à l'heure, 82% pense que l'État doit garantir à l'enfant né par PMA le droit d'avoir un père et une mère. Alors ce que je dis maintenant aux journalistes d'ailleurs, c'est qu'en fait les enfants nés par PMA ont les mêmes droits que tous les enfants. C'est pas parce que la PMA existe qu'on peut l'instrumentaliser au détriment de l'enfant. On a tous un père et une mère, on n'a pas le droit d'en priver certains parce qu'on a la possibilité par la technique de le faire, de l'effacer. Et cette proportion de 82% est intéressante parce que figurez-vous qu'au mois de janvier dernier, on avait déjà fait poser cette question-là par l'IFOP. Eh bien, en janvier 2018, c'était 64% de Français qui pensaient que l'État doit garantir à l'enfant né par PMA le droit d'avoir un père et une mère. Autrement dit, cette proportion, elle a beaucoup augmenté. Et ce que je voulais vous faire observer, je vous demande pardon, c'est que ça rejoint ce que je vous ai montré tout à l'heure. Dans le contexte des États généraux de la bioéthique, rappelez-vous, pour la PMA pour toutes, entre guillemets pour toutes, 82% exprimaient leur opposition. Et cette cohérence entre toutes les modalités de consultation, dès lors que les questions sont posées de manière sérieuse, un peu approfondie, un peu détaillée, etc., on retrouve ce consensus en fait extrêmement large contre. Alors pardon, il y a eu un petit... ça a ripé. Et donc, et maintenant ? Je vous ai montré quand même que ce n'était pas une promesse d'Emmanuel Macron,
Je vous ai montré que non seulement il n'y a pas consensus, mais le consensus est extrêmement, enfin, est plutôt presque unanimement opposé. Je vous ai montré aussi que ça divise très profondément, partout, sans aucune exception. J'ajoute que toutes les institutions, là ces jours-ci, les institutions prennent la parole les unes contre les autres, quelle que soit leur position, au final, elles constatent toutes les mêmes conséquences. Ce sont ces conséquences que nous dénonçons tous ensemble et que nous prévoyions depuis 2012. Et puis tout d'un coup, tout le monde est d'accord avec nous. C'est merveilleux. Alors après, il faut en tirer les conséquences. Mais d'ailleurs, Libération, en avril dernier, 2018, a publié un éditorial en mettant « La manif pour tous avait raison sur tout ». Alors évidemment, Libé s'en réjouit. C'est tout le drame. Après, on arrive vraiment à la conception et à la vision de l'homme que nous avons. Et là, clairement, nous avons des conceptions qui peuvent être absolument, je ne veux peut-être pas dire opposées, mais complètement divergentes. Alors, la situation d'aujourd'hui, ça c'est un article du Monde d'il y a quelques jours, et vous voyez que le Monde dit que c'est un dossier politiquement risqué pour Emmanuel Macron. La titraille du dessus, de la une, c'était même un dossier à haut risque pour Emmanuel Macron. Et rappelez-vous, je vous disais tout à l'heure que Emmanuel Macron ne veut pas voir 1 million de personnes dans la rue. Et il ne sait pas évaluer si c'est possible ou pas. En 2012, François Hollande était persuadé que ça passait comme une lettre à la poste. Tout le monde le lui avait dit. Les sondages étaient soi-disant favorables. Donc, et là, il y a eu cette fameuse consultation des États généraux de la bioéthique. Ah, ils ont montré que l'opposition, elle est partout, au nord, au sud, au centre, à l'ouest, etc. Elle est partout. Donc, il y a une inquiétude très, très grande. D'ailleurs, au point que les LGBT, ou que les associations militantes LGBT, râlent en ce moment et mettent une pression très, très forte. Alors, vous voyez, ça, c'est l'Express, l'exécutif face au spectre du mariage pour tous. Vous êtes leur cauchemar. Alors, là, on est dans une séquence, les événements se succèdent, et c'était tout à fait prévu. Donc, l'avis du Comité consultatif national d'éthique que Aude a évoqué, entièrement négatif, et puis avec Ripan dans la conclusion de manière positive. Il faut signaler, souligner que le CCNE est divisé. Ils ont quand même eu près d'un tiers des membres qui ont exprimé publiquement leur opposition et leurs motifs d'opposition. Donc même le CCNE est très divisé. Le CCNE a sorti un nouvel avis, il a rappelé sa position, mais il n'a pas redétaillé. Et néanmoins, quand on relit, je viens de relire cet avis pour différentes raisons, quand on relit cet avis, par exemple sur la marchandisation de l'humain, il développe gamètes et donc organes et puis sang, et puis l'immense vivier des personnes qui sont prêtes à se vendre et à se louer. Le CCNE le crie, et il dit il ne faut pas minimiser ni mettre de côté cette conséquence. Or, le CCNE le fait quelques lignes plus loin. Mais donc, le CCNE reconnaît toutes ces conséquences. Et il dit lui-même d'ailleurs que ces conséquences et ces interrogations ne cessent d'arriver parce qu'en fait, on tire une pelote. On pourrait vous en parler avec Aude pendant 5 heures, 10 heures. C'est inouï, ce sujet est absolument inouï. L'avis du Conseil d'État, je vais très vite, Aude l'a évoqué aussi, même chose, l'avis du Conseil d'État reprend toutes les conséquences et il dit, j'insiste là-dessus, il dit rien n'oblige à légaliser la PMA en l'absence de père, parce que, dit-il, ça n'est pas une question d'égalité, il n'y a pas d'inégalité, Aude le disait, ça n'est pas une question de discrimination, etc., etc. Et le Conseil d'État dit aussi, absolument comme l'analyse d'Aude, si on ouvre la PMA sans raison médicale, alors on ouvre, pour les couples de femmes ou les femmes seules, alors on ouvre aussi la PMA post-mortem, alors on ouvre aussi l'eugénisme avec la PMA pour tous, alors on ouvre aussi la gestation pour autrui. Donc le Conseil d'État, lui aussi, fait toute cette analyse. Et alors il dit aussi, il met, à contrario, rien n'empêche. Et là, le Conseil d'État est de mauvaise foi parce qu'il cite la Convention internationale des droits de l'enfant, sauf l'article 7 que Aude a cité. Alors là, l'article 7, l'enfant a le droit d'avoir un père et une mère dans la mesure du possible. Là, l'article est évacué. Carrément.
Mais néanmoins, vous voyez, pardon, je voudrais insister sur une autre chose. Emmanuel Macron avait posé 2 conditions. Vous vous rappelez, eh bien, Agnès Buzyn, en juin-juillet, a dit à l'Assemblée nationale « Non, mais on attend un nouvel avis du CCNE, on attend 2 avis de l'Office parlementaire pour l'évaluation des choix scientifiques et techniques, on attend l'avis de la mission d'information bioéthique, etc. » Donc les conditions, elles se sont un peu rallongées quand même entre-temps, ce qui nous arrange bien. Et on vient d'avoir, enfin, officiellement, le rapport de l'Office parlementaire pour l'évaluation des choix scientifiques et techniques, l'OPEST, va être publié le 25 octobre, donc jeudi prochain, mais il a fuité dans la presse. Et cet avis dit, il dit qu'il ne prend pas position sur la PMA sans père parce que, sur un plan scientifique, il n'y a rien de nouveau. Et qu'est-ce qui justifie de réviser la loi de bioéthique tous les 7 ans environ? C'est parce qu'il y a sans cesse des nouveautés techniques, scientifiques, médicales. Là, ce n'est pas le cas. Il n'y a rien de nouveau sur la procréation depuis 2011. Et donc, l'OPEST dit, nous, on n'a rien à redire. Il n'y a rien de nouveau. Implicitement, ça veut dire qu'il n'y a pas à revoir le cadre. Et puis, l'OPEST doit rendre aussi un autre avis, et c'est intéressant, qui sera rendu à la fin de l'année, sur le rapport du CCNE sur les états généraux de la bioéthique. Donc, vous voyez, on va y revenir à ces états généraux de la bioéthique. Et puis, il y a par ailleurs une mission d'information qui est en cours. Donc là, ça rassemble des parlementaires. Il y a beaucoup d'auditions actuellement. Je pense qu'il y a un vrai travail de fond. Et je dois dire que, rappelez-vous, l'euthanasie, c'est une revendication très, très forte depuis des années. Et en 2005, il y a eu la loi Leonetti. Et la loi Leonetti, qui est discutable, il y a un point précis qui est discutable sur un plan éthique, mais ils n'ont pas fait passer l'euthanasie. Du coup, nouvelle insistance des lobbies pro-euthanasie, raison pour laquelle nous avons eu un nouveau débat et nous avons eu, pour la 2e fois, donc une loi, cette fois-ci la loi Claes-Leonetti en 2016. Et pourquoi est-ce qu'on entend encore la revendication de l'euthanasie? C'est parce que, avec cette 2e loi, eh bien, l'euthanasie n'est toujours pas passée. Alors, je ne vous dis pas que la loi est parfaite sur un plan éthique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce travail qui a été conduit par des missions d'information bioéthique a fait quand même prendre conscience aux députés, aux parlementaires, des enjeux en cause. Et donc, ce travail de cette mission est une bonne nouvelle parce qu'eux aussi ont besoin d'être informés, d'entendre et de comprendre les enjeux parce qu'en fait, ils n'y connaissent en général rien du tout. Donc, on est dans une situation où il y a un large consensus contre. On est dans une situation de risque évidemment immense, puisqu'il y a aussi bien sûr tout le lobbying qui est fait par nombre de médias, par un certain nombre de lobbies, par un certain militantisme. Mais néanmoins, nous avons des éléments extrêmement forts, et y compris toutes ces conséquences que toutes les institutions, toutes les instances, toutes les personnalités diverses et variées reconnaissent. On n'est pas du tout les seuls à dire attention et marchandisation, attention la filiation, attention l'enfant. Tout le monde reconnaît ces conséquences. Et c'est un point, et ce sont des points, tout cela, qui sont extrêmement importants. Et d'ailleurs, quand le CCNE a rendu un nouvel avis, là, il y a quelques jours, rappelez-vous, je vous ai dit, la première condition pour Emmanuel Macron, c'était un avis positif du CCNE. Eh bien, curieusement, l'Élysée, la veille de la publication du nouvel avis là, du 25 septembre, l'Élysée a fait savoir que l'avis du CCNE, je lis, l'avis que rendra mardi le CCNE ne préjuge en rien de la décision du gouvernement concernant l'extension de la PMA. Tout d'un coup, ils ont dit, l'avis du CCNE, ça ne veut rien dire pour la suite. Et d'ailleurs, ils ont raison, l'avis du CCNE, le comité n'est que consultatif. Et vous avez eu cet arrêt très important évoqué par Aude et qui a mis en valeur d'une manière formidable ce que le Conseil d'État en fait avait dit au printemps, à savoir qu'il n'y a pas inégalité entre les couples d'hommes-femmes et les couples de femmes pour ce qui est de l'accès à la PMA, puisque leurs situations ne sont pas comparables. Ils l'avaient dit dans leur avis, et là, l'arrêt qui vient d'être rendu public a mis fortement le focus sur ce point de vue extrêmement important, puisque leur argument, j'allais dire éternel argument, c'est l'égalité.
Donc c'est très très important, et maintenant on peut répondre systématiquement, y compris dans les auditions, y compris dans tout ce travail qui est à mener sans cesse, que non, l'égalité, on balaye et puis on passe à autre chose de plus sérieux. Alors pour terminer, un appel à l'action pour tous. Nous sommes tous les ambassadeurs du bien commun. Nous sommes tous et nous avons tous un rôle à jouer pour les générations à venir. J'ajoute même que quand on dit qu'on pourrait étendre la PMA à des femmes seules ou aux couples de femmes, ça revient à dire qu'un père, ça n'a pas d'importance. Ça revient évidemment à dire qu'un père, c'est secondaire. Ça revient aussi à dire, et c'est pour ça aussi c'est l'une des nombreuses raisons qui font qu'on est tous concernés dès aujourd'hui, parce que ça revient aussi un peu à dire aux enfants, aux ados, aux jeunes d'aujourd'hui, eh bien que leur père n'est pas important. Ça consiste quand même à dire que c'est secondaire. Ils n'ont pas à se préoccuper à la limite de ce que leur dit leur père quand on voit les difficultés qu'on peut avoir dans l'éducation de nos enfants. Dans le contexte actuel, Bruno Darry dit toujours, le général dit très souvent, les parents sont les grands aventuriers du XXIe siècle. Et il a raison, ça a toujours été une aventure, mais je pense que les choses sont encore plus difficiles. Désavouer ou décrédibiliser d'une certaine manière leur père auprès des enfants, c'est gravissime. Donc je reviens à ce que chacun peut faire. Il y a des actions à mener qui peuvent vous prendre 3 minutes, qui peuvent vous prendre 3 heures, qui peuvent vous prendre beaucoup plus de temps, chacun selon ses possibilités. Bien sûr, on est souvent très débordé. En termes d'action de communication, vous pouvez, il y a plusieurs choses. Vous pouvez par exemple devenir actif sur Twitter. C'est pas très compliqué et Twitter permet de débattre, permet d'intervenir, permet de répondre. Twitter, on est formé en 3 minutes et Twitter est très suivi par les médias et par les politiques. C'est une vraie caisse de résonance dans une certaine sphère d'influence sur le plan des idées et des débats. Il y a également autre chose qui est important, quand vous entendez d'énormes sottises, je suis poli, à la radio, à la télé, vous la lisez dans la presse, ne laissez pas passer. Écrivez, téléphonez. Si personne ne dit rien, il continue tranquille. Et il n'aime pas avoir des gens qui râlent. Et vous avez sans doute déjà entendu, une personne qui écrit représente 100 personnes qui sont mécontentes de la même manière. Et donc, ne vous dites pas, un courrier ne changera rien. Il faut le faire. Face à des énormités, il faut intervenir. Alors, il y a un autre type d'action. Il y a des équipes de la Manif pour tous. Il faut tracter. Le président de Publicis, il y a quelques années, disait que, vous allez voir où j'en viens, que l'Église catholique avait un moyen absolument inégalé et extraordinaire de communication, qui sont les feuilles de chou paroissiales. Elles se répandent partout, elles vont extrêmement loin et les gens les lisent. Eh bien, un tract, c'est un peu la même chose. C'est pas nouveau, c'est pas ce qu'il y a de plus moderne, mais c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et alors, ce tract-là, la PMA pour les femmes seules ou les couples de femmes, ça veut dire quoi? C'est sous la forme de questions. La PMA, c'est quoi? Est-ce que tout ce qui compte, c'est l'amour? L'écologie pour l'environnement et pour l'être humain? Voilà, des questions qui sont posées. C'est un tract qui est très bien reçu par le public. Il n'est d'ailleurs pas labellisé de la Manif pour tous, parce que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'étiquette, c'est que les gens aient les informations. Donc, tractez avec nous. On a aussi des affiches, on a aussi des stickers, je ne les ai pas avec moi. On baigne aussi dans un environnement culturel, vous le savez bien, qui pendant des années, par exemple, était sur les t-shirts Peace and Love, tous ces messages qu'on voit partout. Eh bien, tout ça, c'est une influence culturelle. Eh bien, à nous d'occuper le terrain. Et ce sont peut-être des gouttes d'eau dans l'océan, mais si ces gouttes d'eau n'étaient pas là, elles manqueraient à l'océan. Dans là, je plaisante, je fais un peu de petite référence, pardon. Sérieusement, on fait baigner et on baigne dans une atmosphère culturelle. À nous d'occuper cet espace public, il en va de notre rôle. Une autre chose que vous pouvez faire et qui est très importante, c'est de faire suivre les informations par mail. Il n'y a rien de plus efficace
que vous, qui allez transmettre une information sur un événement, une mobilisation, que sais-je, à vos amis, vos enfants, vos parents, votre entourage, vous serez infiniment plus efficace que si c'est la Manif pour tous qui, depuis Paris, envoie un mail. C'est très bien, c'est formidable, mais c'est pas aussi efficace que quand c'est vous-même qui en êtes les relais. Action politique, bien sûr, écrivez à vos députés, prenez rendez-vous. Alors, ils sont formidables, les députés, c'est un peu comme les journalistes. Ils vous disent toujours, j'ai rien reçu, je suis pas au courant, je sais pas. On les a vus, on leur a apporté le petit livret de la Manif pour tous sur la PMA sans père, on leur apporte des informations, etc. Mais si on n'est pas là au bon moment, s'ils sont pas encore en train de se poser la question, ça percute pas. Et donc, il faut les voir et les revoir, etc. Vous savez qu'il y a beaucoup de nouveaux députés. Donc c'est difficile d'abord de tous pouvoir les connaître et il faut absolument que tous aient été vus et revus. Vous pouvez donc leur écrire aussi, il y aura probablement une pétition dans quelques temps et j'insiste, ces actions sont extrêmement importantes parce que je vous l'ai montré tout à l'heure, ça n'est pas perdu. Tant qu'il n'y a pas, tant que la PMA sans père n'est pas légalisée, on peut et on doit agir. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y aura dans le projet de loi. Les médias tentent de nous faire croire, les médias ou les lobbies, ou certains lobbies, que c'est inéluctable, c'est la marche de l'histoire, c'est le sens de l'histoire. Eh bien non, ça ne l'est pas. Et je vois parfois un peu de découragement. Alors un petit rappel d'ailleurs, si nous en sommes à cette bataille encore de la PMA sans père, c'est que depuis 6 ans, vous avez empêché la légalisation de la PMA sans père. Vous avez remporté des victoires. Et vous en avez remporté un certain nombre. Voilà, donc il faut vraiment prendre, j'allais dire, son bâton de pèlerin. Et à propos de bâton de pèlerin, il est possible qu'effectivement, nous ayons à remettre nos chaussures de marche. C'est une possibilité. Nous saurons dans les jours ou les semaines qui viennent. Mais on se retrouvera peut-être tous très nombreux. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute.